Alors bonjour à tous, merci d'être ici pour ce dernier jour des Idées mènent le monde. Aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Catherine Van Hoffelen, née en Espagne mais d'origine belge. Elle a par amour pour notre pays qui est devenu aussi le sien, ajouté le drapeau tricolore à sa carte d'identité, ce qui ne l'empêche pas d'être tiraillée à chaque fois que les Bleus rencontrent les Diables Rouges au foot. Diplômée de l'Université libre de Bruxelles et du King's College London, vous m'excuserez la prononciation, elle est aussi une spécialiste des questions de sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest et intervient régulièrement dans les médias sur les sujets sécuritaires et de géopolitique, notamment comme chroniqueuse au Figaro. À son arc, elle a notamment une autre corde, et pas des moindres, c'est l'amour de la littérature. Essayiste, elle est l'auteur de Risquer la prudence, une pratique de la sagesse antique, aux éditions Gallimard. Un premier ouvrage de grande qualité qui a été publié cette année. Je vous remercie d'accueillir Catherine Van Hoffelen. Bonjour Catherine. Bonjour et merci de me recevoir. Et c'est pour moi une grande joie d'être ici, un grand honneur parce que c'est la première fois que je viens dans cette ville et donc je découvre qu'elle est très charmante et elle me donne envie de revenir. Alors on va parler de ce premier ouvrage qui est paru, qui a été publié cette année, Risquer la prudence, qui va évoquer un concept, la phronésis. Mais avant peut-être de rentrer dans le détail, dans ce que c'est de cette notion qui nous est issue de la Grèce antique, qu'on a peut-être un petit peu oubliée, peut-être que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue l'idée de ce livre, quel est le lien personnel que vous entretenez avec cette notion que vous expliquez dans les premières pages. Mais oui, en fait, c'est-à-dire que dans ma jeunesse, et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui, il y a comme une déshérence, un sentiment de peut-être de vide existentiel. Et il me fallait comme ça une boussole, il me fallait un Sherpa, il me fallait une étoile du berger. Et je ne l'avais pas. Et puis j'avais ce désenchantement de naissance, voilà. Et c'est pour ça que lorsque j'ai découvert la phronésis, moi qui étais comme ça en sorte de perdition, parce que je n'avais pas de disposition intérieure fixée. Il y a des gens comme ça qui sont très, très sûrs d'eux-mêmes dès l'aube de leur vie. Ils savent exactement la direction à emprunter. Et je n'étais pas de cette sorte. Et donc la phronésis a été pour moi une forme d'éblouissement, un satori en fait, un éveil de la conscience qui m'a permis de comprendre comment prendre les bonnes décisions. Il est très dur en fait de prendre les bonnes décisions, il faut inventer sa vie et on est tous à peu près perdus dans le labyrinthe, au milieu des carrefours de l'existence et donc il nous faut ce fil d'Ariane et pour moi la phronésis ça a été ce fil d'Ariane. Que vous devez d'ailleurs à une rencontre, à une professeure que vous avez eue de rhétorique, si je dis bien, si c'est bien ça. Oui, j'ai pas découvert la phronésis dans la rue par hasard. Non, j'ai découvert ce concept merveilleux et fascinant à l'université dans un cours de rhétorique, qui est une discipline complètement oubliée et poussiéreuse aujourd'hui, mais qui a été pour moi extraordinairement intéressante parce que en fait la rhétorique c'est quelque chose que nous pratiquons tous du matin au soir dans l'existence. Nous parlons, nous essayons de persuader. La rhétorique c'est donc l'art de persuader, c'est pas l'art de convaincre. Mais c'est quelque chose qui se perd, c'est un joyau qui disparaît, il n'y a pas qu'au Louvre que les joyaux disparaissent, et c'est vrai que la parole aujourd'hui c'est finalement un petit peu fané, on va dire. Alors on va aborder un petit peu ce concept de la phronésis. Expliquez-nous un petit peu d'où ça vient et en quoi ça consiste. Alors si on peut le qualifier, parce qu'on verra après que c'est un concept un petit peu flou, qui s'incarne plus qu'il ne se précise. Oui, je crois qu'il est temps de définir la phronésis, parce que ce n'est pas un mot très courant. Alors la phronésis, c'est un mot grec, et on le traduit maladroitement par prudence.
Mais sauf que pour nous, la prudence, ce n'est pas une vertu, c'est même pas une qualité. Voltaire disait de la prudence que c'était une sotte vertu. Et c'est vrai que la prudence, eh bien, elle évoque pour nous la timidité, la précaution, l'inaction, la pusillanimité. Hein, voilà. On entend en fait dans le mot prudence l'adage « dans le doute, abstiens-toi ». Voilà ce qu'est pour nous la prudence. C'est le fait de mettre un casque quand on prend son vélo, etc. Mais pour les Grecs, c'est tout à fait le contraire. C'est là qu'on voit un glissement formidable, hein, de 180 degrés. La prudence, pour eux, la phronésis, c'est une forme d'audace lucide. C'est le flair dans l'action. C'est l'art de s'adapter aux circonstances. C'est la faculté de savoir discerner le bon chemin à prendre dans le brouillard de l'existence, le semi-chaos du monde. Hein, et je parle de brouillard parce que Kundera a cette phrase qui est tellement forte. Il dit « L'homme est celui qui s'avance dans le brouillard ». Et effectivement, nous prenons des décisions sans savoir ce qui se tient derrière le parapet, ce qui se tient derrière la porte que nous poussons. Et donc voilà, la phronésie, c'est donc ne pas agir tête baissée. Il ne s'agit pas d'être téméraire, mais il s'agit de sous-peser les tenants, les aboutissants d'une situation, et de faire un calcul rationnel avant de se lancer. Alors, qui c'est qui en a donné un petit peu la définition qui fait autorité ? Aristote ? Alors, la phronésis nous vient de loin, mais c'est parce qu'il y a déjà finalement cette notion présente chez Homère, mais c'est Aristote qui en donne la définition canonique, institutionnelle au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais Aristote, disons, il donne une définition, mais disons que c'est une définition un peu floue et théorique. Il la donne dans l'Éthique à Nicomaque, hein, qui est une sorte de traité des vertus, afin d'atteindre le but ultime, qui est le but de chacun d'entre nous, qui est la vie heureuse. Voilà. Et donc, dans ce traité de morale, de l'Éthique à Nicomaque, il parle de la phronésis. Et en fait, pour les Grecs, c'est la reine des vertus. C'est disons que c'est le chien de berger des vertus, puisqu'elle les rassemble toutes. Hein. Mais simplement, en fait, Aristote a un peu de mal, et il dit que le meilleur moyen de définir, de comprendre ce qu'est la phronésis, c'est de l'incarner, c'est de donner un exemple. Et donc, que fait Aristote ? C'est qu'il convoque un exemple qui soudain éclaire la notion de manière magistrale. Cet exemple, c'est Périclès. Périclès, qui est donc ce chef d'État athénien qui a régné sur Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, il a été si éblouissant qu'il a donné son nom à l'âge d'or d'Athènes, hein, puisque c'est en fait la période brillante de l'histoire à laquelle nous devons des tas de choses fondamentales pour notre civilisation, aussi bien la démocratie que la rhétorique, hein, que je mentionnais, que la philosophie, que le théâtre avec la tragédie, etc. Et Périclès est l'artisan de cette effervescence, mais aussi économique, diplomatique, militaire, que culturelle et intellectuelle. Et donc voilà, en fait, cet exemple-là dit bien ce que c'est que la phronésie. C'est vraiment une sorte de vêtement qu'on ne pourrait voir qu'une fois porté. Alors, il parle de Périclès, mais il parle aussi un petit peu d'Ulysse, parce que la phronésis, en fait, alors pour nous, un petit peu, avec nos yeux contemporains, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, elle invoque des qualités ou des vertus qui peuvent nous paraître opposées au final. Et là, pour Ulysse, c'est la ruse, du coup. Oui, alors en fait, non. C'est-à-dire que Aristote ne mentionne pas Ulysse. Il mentionne Périclès, mais je vais venir à Ulysse. Moi, j'en parle énormément dans le livre parce qu'il est un autre symbole, une autre incarnation de la phronésis. Mais en fait, il mentionne Périclès pour une bonne raison, qui est que la phronésis, c'est d'abord la vertu du prince. C'est le gouvernant, c'est celui qui tient le gouvernail. Il est en fait, le politique, qui est à la tête d'un État ou d'une ville, eh bien, il est comme le marin. Le marin, il est face à la mer, qui est une espèce d'entité mouvante, c'est l'emblème de l'incertain, c'est le lieu de tous les dangers. Et en fait, il ne peut pas être question de dominer la mer. On ne peut pas raisonnablement penser qu'on va domestiquer cet élément furieux. Mais il faut essayer de ruser pour composer avec les abîmes de la mer, avec les vagues scélérates, avec ceci, cela. Et en fait, le politique,
il est comme le marin, c'est-à-dire qu'il essaye de mener le paquebot de l'État ou le vaisseau de la ville, enfin, à bon port. Et de la même manière, nous-mêmes, c'est pour ça que la phronésis, elle est effectivement la vertu première du politique, mais c'est aussi une vertu que nous pouvons ramener dans nos vies personnelles, individuelles, quotidiennes. Et Ulysse, eh bien, c'est un peu le pendant de Périclès dans sa version privée. Et Ulysse également, eh bien, il essaie finalement de naviguer dans l'existence comme nous, de mener à bien sa propre barque en essayant de ne pas trop effleurer les écueils, de pas sombrer, de ne pas trop faire d'erreurs. Et nous-mêmes sommes en train de tâtonner dans l'existence à chaque moment. Et donc, dans cette phronésis, il y a une notion qui est importante, c'est atteindre ses objectifs. Et on voit avec Ulysse aussi, on peut employer des moyens qui peuvent nous sembler un petit peu détournés, mais lui, il garde la morale. Et si on garde la morale, si on atteint l'objectif avec des moyens qui peuvent nous sembler un petit peu détournés, mais avec à la fin un objectif moral, on y gagnera. Alors voilà, pourquoi Ulysse est-il un totem de phronésis ? Eh bien, c'est parce que c'est l'homme aux 1000 ruses, nous dit Homère. Et Ulysse, effectivement, c'est pas un ange. Il n'arrête pas de mentir, il n'arrête pas de se déguiser, il n'arrête pas de mettre des masques, d'embobiner tout le monde. Donc il est un peu dérangeant et d'ailleurs il n'a pas très bonne presse chez certains. Dante fait d'Ulysse un fraudeur qui brûle dans le 9e cercle de l'enfer. Maurice Blanchot, on se souvient de l'écrivain, le critique, qui disait d'Ulysse qu'il était un lâche et tranquille jouisseur. Voilà la trempe d'Ulysse. C'est l'homme aux 1000 ruses, et d'ailleurs l'Odyssée c'est bien le poème de la ruse, quand l'Iliade c'est le poème de la force, nous dit Simone Weil. Mais Ulysse en fait n'est pas qu'un malandrin fourbe, c'est pas un chenapan, parce que la visée d'Ulysse est noble, et c'est là la différence fondamentale de la phronésis avec simplement la panurgie, c'est l'habileté dont parle Pascal. Ce n'est pas un demi-habile le phronimos, parce que le prudent a en tête une visée qui est éthique, qui est morale. Que vise Ulysse ? Il vise le retour à Ithaque, la remise en ordre de ce qui a été dérangé, et finalement la recomposition du cosmos. Il vise à retrouver sa femme, son trône, sa terre, son fils, son chien, et à retrouver le pouvoir. Et donc c'est une remise en ordre, en fait, l'Odyssée. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui effectivement atteindrait ses objectifs, puisque l'efficacité c'est quand même la dimension centrale de la phronésis, on peut pas en rester aux idées on peut pas en rester aux idées. Les idées mènent le monde, oui, mais en fait il faut les incarner, il faut arriver, il faut pas en rester à l'état d'intention. Il faut finalement concrétiser l'idée. Et voilà comment ce salon prend forme sur base d'une idée à l'origine. Et Ulysse donc arrive à ses objectifs, il arrive à triompher de tous les dangers, à surmonter tous les obstacles, et c'est dans ces pas que nous devons marcher. Mais donc ce n'est pas, comme je le disais, je termine avec ça, c'est que ce n'est pas simplement quelqu'un d'habile, par exemple un trader de la City, un escroc, un gangster d'Al Capone, ou alors Bellamy chez Maupassant, Valmont, le vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Voilà des gens qui parviennent à leurs objectifs, mais ces objectifs ne sont pas nobles. Il y a vraiment la noblesse d'âme, la magnanimité. Aristote parle de magnanimité, de magnus grand. C'est cette grandeur d'âme qui caractérise le phronimos. Alors, la phronésis, est-ce que c'est aussi cet adage du risque, une ode aux prises de risque ou pas seulement ? Oui, il y a une prise de risque parce que, en fait, quand nous prenons une décision, donc j'ai bien dit, la phronésis c'est un principe de décision et d'action. Mais lorsque nous agissons, eh bien, il y a toujours un doute, et donc il y a un risque, et donc il y a une audace. Et c'est pour ça que mon titre risquer la prudence nous semble à nous un oxymore, à nos oreilles de modernes, ça sonne comme un oxymore. Alors que pour un grec ancien, c'est un pléonasme. Ça montre bien le glissement de la notion de prudence, en fait. Mais il y a quelque chose de fondamental. Comment prendre une bonne décision ? Eh bien, la phronésis nous enseigne qu'il faut rassembler des vertus que nous, modernes, avons l'habitude d'opposer. Nous sommes les héritiers de Descartes, nous
pensons que le corps et l'esprit sont des entités séparées, qu'une bonne décision doit être finalement l'aboutissement d'un raisonnement rationnel, d'un syllogisme. Mais en vérité, le phronimos utilise aussi bien le calcul que le flair. Il utilise sa logique, mais aussi son instinct. Il utilise sa raison mathématique, mais également sa sensibilité, son imagination. En fait, il faut les deux pour prendre une bonne décision. Et c'est pour ça que, par exemple, De Gaulle, dans Le fil de l'épée, là je mentionne un autre grand phronimos qui marche dans les pas de Périclès, parce qu'il a ce courage, il a cette hauteur de vue, cette clairvoyance, cette éloquence. Parce que, en fait, la phronésie, c'est tellement difficile à définir. C'est comme saint Augustin, vous savez, qui s'interroge sur le temps dans la 11e confession. Si je me demande ce qu'est le temps, si personne ne m'interroge, je le sais. Et si je veux répondre, je l'ignore. Et la phronésie, c'est ça. C'est une vertu extrêmement chatoyante qui fait que dès qu'on l'approche, elle se dérobe, un peu comme l'arc-en-ciel qu'on essaye d'atteindre et qui recule toujours. En fait, c'est une espèce de carquois avec une série de flèches, ou alors une marguerite qui aurait beaucoup de pétales. Voilà ce qu'est l'aphronésisme. Et ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est donc de décortiquer finalement cet ensemble de vertus, de voir quelles étaient ces facettes de diamant qui composaient l'aphronésisme. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres facettes de la phronésisme qu'on n'a pas abordées ? Alors j'ai parlé du flair et du calcul, donc ce qui en fait doit nous éloigner du paradigme idéaliste initié par Platon. Platon, c'est vrai qu'il se méfie beaucoup de l'émotion, etc., qui est un facteur d'obscurcissement de la raison, et dont les héritiers sont Kant, Descartes, Ancionas. Voilà. Et en fait, la modernité est ultra rationnelle. Mais en face, il y a d'autres philosophes qui sont beaucoup plus humanistes, en fait, et que je reprends davantage dans le livre. Et évidemment, il y a Aristote, mais il y a aussi Machiavel, et il y a Bergson, Jankélévitch, Montaigne, bien sûr. Et voilà des philosophes qui prennent en compte l'entièreté de l'être humain, en fait, et pas seulement un esprit, pas seulement finalement pas seulement la raison. Alors, il y a d'autres vertus, et notamment une qui est fascinante et que nous exerçons tous. Mais là, je vais faire quelques bonds dans le temps, je vais remonter encore bien avant Homère. Ce sont les chasseurs-cueilleurs, qui sont en fait notre ancêtre commun à tous ici. Et le chasseur-cueilleur, que fait-il ? Eh bien, il est tapi dans les broussailles, derrière un fourré, et il observe, il remarque une empreinte d'animal ici, une touffe de poil là, et il reconstitue le passage de la proie, invisible. Et nous faisons tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un mot barbare pour désigner cette lecture des indices, la lecture des signes, c'est le paradigme indiciaire. C'est un historien, Carlo Ginzburg, qui a donné ce nom. Ce nom barbare désigne en fait une chose très simple, c'est le médecin par exemple. Le médecin, que fait-il ? Il observe à la loupe tous les symptômes sur le corps de son patient et il reconstitue la maladie. De manière à la fois rationnelle et intuitive. Mais le marin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il voit la couleur de la mer, il voit finalement la profondeur du ciel, comment volent les mouettes, je ne sais pas, enfin moi je ne suis pas dans ce domaine-là, mais il arrive à sentir quelles seront les conditions de navigation du lendemain, de manière aussi finalement presque inexplicable, mais rationnelle toutefois. Et l'historien avec un bout de fossile ou un document qu'il ressort, eh bien, il arrive à reconstituer tout le fil de l'histoire. Et le psychanalyste, pareil, eh bien, on dit que le psychanalyste, c'est un métier qui consiste à savoir deviner à peu près. C'est Grébinski, le psychanalyste, qui parlait de ça, deviner à peu près. Mais donc le garagiste fait ça aussi quand il essaie de deviner la panne d'une voiture. L'amant jaloux fait pas autre chose que d'essayer de récolter les signes. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, eh bien, nous voyons une espèce une cascade de petits signes, de petits indices qui font que on devine la personnalité de la personne que nous avons en face de nous. C'est la phrase de Talleyrand, méfiez-vous du premier mouvement, c'est souvent le bon. Et c'est quelque chose qui doit se sédimenter avec l'expérience
et ça se transforme en flair. Mais c'est pour ça que Aristote dit qu'une jeune personne ne peut pas être phronésique, parce que la jeune personne, finalement, elle est vierge d'expérience, et elle doit encore affûter son flair pour réussir à prendre les bonnes décisions. Et d'autre part, la jeune personne, pardon, je prolonge un petit peu, mais il y a beaucoup à dire en fait. Et la jeune personne, par ailleurs, et ça je le remarquais bien, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est que la jeune personne, elle est grave. On est trop grave quand on a 17 ans. La gravité est une maladie de jeunesse parce qu'on veut militer, on veut vivre dans le feu, on a le sang bout dans nos veines et on veut s'engager. Et ça fait qu'on perd de vue la juste mesure, qui est aussi en fait une des flèches dans le carquois de la phronésis, la juste mesure, qui est quelque chose de difficile parce qu'il faut arriver à discerner une limite, qui est une ligne rouge, une ligne orange, mais je veux dire, dans la vie, elles ne sont pas marquées. En fait, c'est comme si on conduisait sans les phares dans la nuit. Il faut réussir à deviner où sont ces limites, c'est très difficile. Alors, vous parlez de limites, on a évoqué Ulysse, pourtant lui à la fin, la limite, on peut penser qu'il a dépassé, puisqu'il a fait usage de la violence. Est-ce que quand on est bon usager de la phronésis, on peut quand même user de violence, quand il revient à Ithaque, etc. Oui, alors c'est le chant 22 de l'Odyssée qui est une scène complètement shakespearienne parce que c'est un déchaînement de violence inouïe quand Ulysse rentre et qu'il massacre tous les prétendants et qu'il se retrouve ensanglanté d'avoir tué tout le monde. Et en fait, c'est Machiavel qui nous donne la clé, c'est-à-dire que la violence, il faut l'utiliser à bon escient. Hein, et la violence qui répare n'est pas comparable à la violence qui détruit. Parfois, en fait, la grandeur ne peut pas se passer d'une forme de violence. Hein. Dans l'atteinte des objectifs, on ne peut pas comme ça espérer que la vertu évangélique va parvenir à la cible. Hein. Donc, il faut parfois faire usage de violence. Et c'est Voltaire qui dit que, finalement, c'est dans son dictionnaire philosophique, il parle du mot patrie. Et il dit qu'en fait, souhaiter le bien pour soi-même et pour les siens, c'est parfois faire du mal à ses voisins. Et c'est pour ça que le phronimos de l'un, c'est peut-être le tyran de l'autre, en fait. En politique, hein, où on chercherait des phronimoïdes actuels, eh bien, ce serait difficile parce que finalement, c'est comme la phrase de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Hein, et chacun cherche le phronimos à sa porte, comme on chercherait midi à 14h. Et c'est pour ça que c'est difficile de discerner qui est le phronimos actuel. Alors, on va parler justement un petit peu des temps actuels. Le terme, au fil des siècles, un petit peu, sa perception a évolué, sa traduction prudence, au final, un petit peu l'a dévoyée. Vous l'expliquez dans votre livre. Aujourd'hui, ça fait 2 siècles, 3 siècles qu'on est régi par une société vous appelez ça du précautionnisme. Expliquez-nous un petit peu comment on a basculé de cette... Parce que la phronésis, c'est la capacité d'agir, de raisonner et d'agir. Et aujourd'hui, vous dites on est un petit peu paralysé. Expliquez-nous, excusez-moi, un petit peu cette évolution et comment on en est arrivé là. Oui, alors c'est vrai que dans le mot prudence, là j'ai évoqué plein de choses qui sont très surprenantes parce que pour nous, dans le mot prudence, on entend finalement un synonyme peu ou prou du précautionnisme. Et en fait, ça nous vient de Ulrich Beck, qui a diagnostiqué une société du risque. Hein, on est en 1986, il y a eu l'explosion de Tchernobyl, et la même année sort ce livre qui diagnostique notre société en l'appelant la société du risque. Parce qu'effectivement, en fait, nous avons comme horizon le risque zéro. Hein. Risque zéro sur le champ de bataille, on veut 0 mort, on veut 0 risque en voyage, donc on se barre de garanties, de vaccins, d'assurances, etc. On veut vraiment, ce Graal comme horizon de l'action publique. Hein, c'est-à-dire que Macron avait dit la sécurité est la première des libertés. En fait, c'est incroyable parce qu'on est dans 1984 où, vous savez, tout est retourné et on dit la liberté, c'est l'enfermement. Eh bien, par un extraordinaire renversement, on a dit que la prudence, c'était la précaution. Alors, j'en reviens à Ulrich Beck. En fait, il nous dit que
effectivement, il y a certains risques qui ont augmenté de manière indéniable. On vit dans un monde moderne où finalement les inventions sont des médailles à double tranchant. Il y a comme ça une espèce de revers. On invente le plastique. Ça paraît fantastique, c'est quand même très hygiénique, ça permet de tout emballer, c'est merveilleux. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est en train de dévaster la planète. Hein, pareil pour, par exemple, l'amiante, évidemment, qu'on paraît de toutes les vertus, ou alors les pesticides. Les pesticides, on se disait, mais c'est formidable, puisque ça va annihiler la faim dans le monde. Sauf qu'on est tous empoisonnés aujourd'hui aux pesticides. Donc, vous voyez, dans chaque progrès, il y a une sorte de revers. Et en fait, évidemment, c'est intuitif, c'est-à-dire qu'on invente le train, forcément, il y a le déraillement contenu dans ce progrès. On invente l'électricité, il y a l'électrocution. On découvre le rayon X, ça donne le nucléaire civil, première source d'énergie en France, mais ça donne aussi Hiroshima. Hein. Donc, il y a comme ça des problèmes, des dangers contenus dans chaque progrès. Et donc, Ulrich Beck dit que finalement le progrès devient la course aux solutions nées des problèmes issus des dernières innovations quelque part. Et il a une phrase pour résumer ça qui est drôle, qui dit que nous sommes tous dans l'avion du nucléaire et que la piste d'atterrissage n'est pas construite. Alors, comment décider dans un monde où on exige le risque zéro, mais où les risques sont démesurés? C'est très difficile parce que les Grecs, eux, avaient un flambeau. Pour les guider, ils avaient une boussole qui était la phronésis, l'homme prudent, le phronimos. Et nous, modernes, avons aussi inventé une autre forme de boussole qui est le précautionnisme. Et là, c'est un autre penseur allemand qui a donné ses lettres de noblesse à cette notion, c'est Hans Jonas. Et ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est un penseur qui a eu une influence considérable dans le monde moderne. Et Hans Jonas, finalement, nous dit que dans chaque éventualité, il faudrait envisager le pire. Il nous dit de nous fier à l'adage « in dubio pro malo ». Dans le doute, envisage le pire. Hein, il faudrait toujours envisager le pire scénario. Donc en fait, c'est très simple, c'est que évidemment que ça nous menace de paralysie, de formalisation quelque part, puisque il y a une chape de plomb jetée sur tous les possibles. Dès qu'on intervient dans l'environnement, par exemple, qui sont des systèmes complexes, multifactoriels, eh ben, on ne peut jamais être assuré de ne pas causer un dommage. Donc en fait, ça nous entraîne à nous retenir quelque part. Et en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, voilà, donc on est dans cette vision-là, et il nous dit quelque part qu'il faudrait, c'est comme si on avait un revolver et qu'on avait une seule balle dans un barillet de 1 million de chambres. Il nous dit il vaut mieux s'abstenir plutôt que de tenter d'obtenir un bénéfice, quand bien même ce bénéfice serait immense et le risque serait dérisoire. Alors, cette société actuelle dont on parle, elle a aujourd'hui des grands défis, soit environnementaux, technologiques ou même géopolitiques. Est-ce que la phronésis pourrait nous aider un petit peu dans cette prise de décision? C'est-à-dire qu'il y a deux choses, hein, mais il y a d'abord une chose que moi je remarque, enfin que nous remarquons tous, moi pas plus que vous, c'est qu'on essaye de parer au risque en accumulant le plus de données possible, comme autant de cartes en main pour prendre nos décisions. C'est tout le sens du big data. Qu'est-ce que le big data? Eh bien, c'est la collecte du plus grand nombre de données pour essayer de bien agir, en fait. Hein. Sauf qu'en fait, on est tellement saturé d'informations que ces informations obscurcissent le jugement au lieu de l'éclairer. Hein. Mais toute la numérisation du monde ne vise qu'à ça. Et finalement, aujourd'hui, on se méfie tellement des décisions que nous prenons que nous préférons les déléguer à la machine. Et la machine, en fait, la décision mécanisée, disons, hein, puisqu'on obéit aux machines. Le GPS nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Il nous dit d'aller à droite. Il retient tout pour nous. Et il parle à notre place désormais. C'est bien tout le sujet de l'IA. C'est que c'est en train de rogner nos facultés humaines. Et c'est en train de nous déposséder, en fait. Hein. C'est pour ça que l'homme augmenté, c'est un homme diminué, finalement. C'est un homme handicapé. Hein, mais c'est une dépossession consentie de nos facultés humaines. Et alors, mais en fait, ça découle d'une chose, qui est la méfiance de l'homme envers l'homme.
hein. C'est tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité, mais nous avons absolument perdu confiance en la faculté de l'homme à prendre les bonnes décisions. Et il y a une autre chose qui découle de ça, c'est que, et c'est pour ça que nous avons tant de mal aussi aujourd'hui à voir des phronimoi en politique, hein, qui est le lieu en fait suprême où nous devrions les voir briller le plus, puisque la politique est le jeu le plus grave, puisqu'on gouverne plus que soi. Mais en fait, pardon, je fais une toute petite digression, mais le chef d'entreprise comment dire, il incarne aussi la phronésiste. N'importe qui menant un projet à bien incarne la phronésiste, doit invoquer le faisceau des qualités qu'elle recèle. Et donc nous voyons glisser la phronésis d'individus vers des grandes institutions. Hein, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est l'Union européenne. Voilà des grands temples modernes de phronésis où nous voyons finalement cette vertu se diluer, se diffracter en des milliers de technocrates qui déresponsabilisent. C'est tout le sens de la responsabilité, puisque la charge de la décision, si on vise un risque zéro, eh bien, elle est accablante. Et c'est pour ça que nous préférons aujourd'hui nous en remettre à des grandes institutions internationales plus à même, selon nous, croyons-nous, de prendre les bonnes décisions. Donc volontairement, on aurait laissé notre capacité à prendre la décision au fil du temps. C'est-à-dire que la décision, c'est toujours la chose la plus difficile, hein, parce qu'il y a un pari, en fait. C'est un pari, et nous ne supportons pas l'incertitude. Pour nous, la marge d'appréciation, c'est un scandale. Il faudrait la diminuer le plus possible. Alors que le phronimos, lui, il est taillé pour réagir, pour fréquenter cette incertitude, pour en tirer finalement des actions nouvelles. Eh bien, le moderne veut éradiquer l'incertitude autant que faire se peut. Et c'est pour ça qu'il essaye de tout dominer, il essaie de tout contrôler, et c'est le sens de nos calculs, mais qui en fait ne servent à rien. Je pense au GIEC, par exemple, le GIEC, qui chaque année nous envoie des statistiques effarantes sur le changement climatique. Mais ça ne change rien à la trépidation du mode moderne. Donc tout savoir n'est pas la solution non plus, en fait. Hein, faut-il agir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser empêtrer par finalement l'excès d'information, la saturation. Il faut concrétiser l'idée. Hein, c'est la phrase de Goethe. Penser est facile, agir est difficile. Agir en suivant sa pensée est ce qu'il y a de plus difficile. Et alors, est-ce que vous pensez qu'on peut renverser la vapeur? Est-ce qu'on peut retrouver cette capacité à tous les niveaux, hein, du simple particulier au politique, à cette capacité d'agir? En fait, c'est toute la question. Comment retrouver en fait les vertus humaines que déploie la phronésis, hein, puisque la phronésis, finalement, c'est une fleur que j'ai voulu raviver et qui s'est un peu fanée avec le temps. Et ce précautionnisme, c'est en quelque sorte un moignon de phronésis. Hein, et Aristote, lui, a quand même donné ses lettres de noblesse à une vertu fantastique, subtile, merveilleuse. Et ce livre a été un hommage, en fait, à cette... c'est pour ça que j'ai voulu faire renaître, qui est le thème de cette année, cette notion oubliée, parce qu'elle me semblait cruciale dans une époque où finalement on a l'impression d'avancer sans cap, sans but véritable, et ça implique de se refaire confiance. Et je pense qu'il y a une anthropophobie, hein, puisqu'il y a une haine de l'homme par l'homme. On pense que l'homme, finalement, est la source de tous les maux sur cette terre. Mais on ne peut pas vivre en se haïssant. C'est Camus qui le dit. Il dit que cette époque est la nôtre et nous ne pouvons pas vivre en nous haïssant. Et il est vrai qu'on est peut-être finalement accablé par cette vision négative de l'être humain, alors qu'effectivement, il est bardé de limites, mais il est aussi plein de ressources. Hein, et je pense que pour triompher des difficultés, il faut plus que jamais, en fait, essayer de retrouver en nous toutes ces vertus que ravive la phronésis. Alors, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu sur notre société actuelle, de la prévention du risque, ce précautionnisme dont vous parlez. Est-ce qu'il est aussi un petit peu... il restreint nos libertés? Comment vous le voyez?
Alors, oui, oui, c'est la question de bien sûr, la liberté, mais parce que effectivement, la liberté, c'est très difficile. D'ailleurs, nous sommes très libres aujourd'hui. Au XXIe siècle, nous pouvons choisir finalement de nous orienter comme nous le souhaitons, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'avant, nos vies étaient tracées. On naissait dans tel contexte social, on y restait. Alors c'est vrai que ça n'a peut-être pas tant changé que ça, mais enfin, une jeune personne de 18 ans aujourd'hui peut plus ou moins choisir les études qui lui semblent préférables. Et donc c'est la formule de Kierkegaard, nous sommes empêtrés dans la liberté de choisir. Hein, c'est très difficile de choisir. Mais finalement, nous préférons nous barder nous protéger. Hein, parce que c'est plus confortable d'être en sécurité. Et pour nous, la sécurité, eh bien, c'est devenu finalement le Graal du monde moderne. On parle de sécurité routière, on parle de sécurité énergétique, on parle de sécurité sociale et même de sécurité affective. C'est vrai que la sécurité a envahi l'horizon aujourd'hui. Et c'est vraiment le premier des biens. Finalement, ce que nous devons souhaiter, c'est pour ça que nous votons aussi, c'est avec la sécurité à l'esprit. Mais la sécurité, dans la Grèce antique, n'avait pas cette connotation politique. Hein, c'est Foucault qui en parle. La sécurité, aujourd'hui, c'est une garantie institutionnelle. C'est l'éradication des dangers. Hein. Alors que pour les Grecs, c'était une sérénité intérieure. Hein. C'était en fait toutes les écoles de l'ataraxie en philosophie, donc l'épicurisme, le scepticisme, le stoïcisme, qui visent l'ataraxie, la sérénité intérieure. On aboutit comme ça à une forme de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait comparer ça à un marin qui voudrait que la mer soit toute lisse, que le temps soit parfait en toutes circonstances pour naviguer. Mais en fait, la sécurité, c'est pas ça. La sécurité, c'est d'être capable de naviguer par tous les temps. Alors du coup, c'est quoi? C'est que l'homme moderne est devenu trop anxieux ou trop pessimiste? Oui, l'anxiété, je pense qu'elle est généralisée. Elle est aussi. Il y a aussi autre chose, en fait, moi, que je vois de très frappant dans la modernité, c'est que la douleur est devenue finalement un scandale. Hein, et nous voulons éviter l'erreur à tout prix. Nous ne supportons pas justement ce risque de nous tromper. Sauf que même Ulysse, en fait, Ulysse a peur, il n'arrête pas de se tromper. Il fait des zigzags sans cesse et il n'arrête pas de faire naufrage. Et d'ailleurs, l'Odyssée, c'est quand même le pire manuel de navigation qu'on puisse imaginer parce qu'à chaque fois, il se dit « Hélas, en quelle terre ai-je encore échoué ?» Il n'arrête pas de se tromper. Mais en fait, la vie, c'est ce zigzag, c'est-à-dire que c'est un chemin indirect qui nous mène à une humanité plus affirmée. Et Ulysse, eh bien, c'est cela, c'est-à-dire qu'il rentre avec finalement une meilleure connaissance de lui-même. C'est tout le sens de la phrase « connais-toi toi-même hein, », dont on a fait aujourd'hui une espèce de symbole, d'emblème de développement personnel. Mais en fait, « connais-toi toi-même », ça veut dire autre chose. Ça veut dire « connais tes limites ». Mais pour connaître ses limites, il faut explorer sa finitude d'être humain. Chose que dans la ville, nous avons peine à comprendre, hein, parce que nous vivons dans les abstractions, etc. Mais dès que, par exemple, nous partons en montagne, dès que nous partons finalement nous balader, etc., on sent tout de suite notre limite. C'est-à-dire que l'orage, ou bien la force de la mer ou des éléments, ça nous fait comprendre que nous sommes fragiles, nous sommes finis, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre comme ça tous les excès. Hein. La phronésis ne vise qu'une chose, c'est à éviter l'oubris, c'est à éviter le pas de trop. Hein. C'est d'ailleurs, on pourrait dire que c'est une sorte de juste équilibre. C'est le juste équilibre, et c'est Cocteau qui dit ça. Jusqu'où aller trop loin hein, c'est l'écrivain qui va faire le livre de trop, c'est le président qui va faire le mandat de trop parce qu'il décline. Eh bien, voilà ce que veut éviter la phronésis. C'est parfois un renoncement. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive un petit peu à la fin de cet échange avant de passer aux questions, votre livre, c'est un petit peu un appel à agir, à prendre le risque d'agir. Quels conseils vous donneriez aux gens dans leur vie quotidienne pour se redonner confiance et se redonner la capacité d'agir ?
Mais alors, oui, moi je crois que effectivement, dans un monde moderne où il y a comme ça cette perte de sens, on n'a pas tellement changé depuis l'époque d'Aristote, depuis l'époque d'Homère, depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et donc nous avons en nous un fabuleux patrimoine qu'il s'agit de faire renaître. Et cette phronésie, c'est justement l'éducation à cette renaissance. Éduquer, c'est conduire hors de chez soi, et c'est sortir un petit peu de ces œillères, de ces sillons de pensée. Mais je dirais qu'il faut peut-être apprendre à mieux se connaître, et la phronésie permet ça, permet finalement d'apprendre à fréquenter cette liberté, d'apprendre à accepter nos limites. Et c'est pour ça que c'est une vertu que j'ai souhaité remettre au goût du jour. On la remet à l'école ? On la remet même à l'école ? Mais en fait, c'est une vertu, je pense, qui gagnera à être connue. Hein. Mais effectivement, pour les jeunes, mais je pense qu'à tout âge, et c'est toute la question de la phronésie, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, qu'on acquiert, qu'on devient en un jour. Hein. D'ailleurs, c'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Et d'ailleurs, Aristote dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, donc c'est pas en un jour qu'on devient phronimos. Moi-même, je ne prétends pas à ce titre parce que c'est quelque chose à constamment réactualiser. Mais je pense vraiment que c'est pas simplement réservé à une forme d'élite, à quelques happy few, comme dit Stendhal. C'est pas une espèce de, c'est pas l'apanage de quelques-uns. Je pense que chacun est disposé à exercer ses vertus. Hein, c'est Montaigne qui dit que finalement chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, et donc nous avons constamment tous ici une disposition à exercer. Et cette faculté à peut-être pratiquer chacune des vertus qui composent le faisceau de la phronésis de façon à le devenir nous-mêmes. Merci à vous, Catherine Van Hoffelen.